Bonjour à tous, une petite vidéo pour souligner quelque chose. C'est que Olivier Marleix, le député Olivier Marleix, qui est décédé maintenant il y a 2 semaines, travaillait avec l'avocat maître Michel Hamas, qui a très gentiment accepté mon invitation pour parler de l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance. Voilà, pour la mémoire aussi d'Olivier Marleix, pour souligner que l'ASE, la réforme de l'ASE, euh, faisait partie de ses nombreux combats. C'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Je vous souhaite une très bonne émission et à très bientôt. Chers amis Bonjour. de Toxin, c'est la troisième émission de cet été 2025 qui arrive un petit peu tardivement. Elle a été décalée pour des raisons d'emploi du temps. Je vous prie de m'en excuser, mais voilà, je souhaitais absolument revenir sur ce sujet parce il s'agit pardon, d'un sujet important, d'un sujet lourd, qui n'est pas facile à aborder et qui pour certains même ne fait pas regretter Robert Badinter. En tout cas, voilà, on va essayer de l'élargir au maximum pour traiter d'une politique sociale qui est tout aussi révoltante. Mais avant, je vais remercier mes trois invités d'avoir accepté, enfin mes deux invités pour l'instant, parce que nous attendons la dernière invitée. Merci d'avoir accepté mon invitation. Claude Cholet, bonjour. Bonjour. Alors, je le rappelle, vous êtes fondateur de l'Observatoire du journalisme, le GIM, et puis maître Michel Hamas, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au bureau de Marseille, auteur de chroniques du mépris ordinaire, placement abusif aux éditions du Panthéon. Ouais, c'est ça. Et puis je vais peut-être présenter la troisième invitée qui arrivera, je pense, en cours d'émission. Ma troisième invitée s'appelle Raphaël. C'est une mère de famille qui se bat pour protéger ses deux enfants de 5 et 7 ans de leur père, de son ex-mari, et qui se retrouve engagée malgré elle dans un véritable parcours du combattant au niveau de la justice, mais aussi d'un organisme, l'ASE. Depuis maintenant 5 ans. Ça, c'est la petite partie gênante au vu du sujet, mais voilà, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager, et puis bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne Toxin Plus et Toxin. Donc pour certains d'entre vous, pardon, vous l'aurez peut-être compris, parce que cette affaire a fait grand bruit ces derniers jours. Nous allons revenir sur l'affaire Cottineau, Pierre-Alain Cottineau, qui est en détention provisoire depuis septembre 2024, qui est mis en examen pour avoir créé un réseau de pédocriminalité. Donc on parle quand même d'enfants qui ont entre 5 mois et 6 ans, et 4 ans, pardon. Donc voilà, l'affaire est revenue sur le devant de la scène suite à un article du Parisien qui donne tous les détails ignobles des actes perpétrés par ce monstre et donc son réseau. Donc voilà, on va tenter de tirer au maximum sur le fil de l'affaire Cottineau pour savoir d'abord s'il s'agit d'un cas isolé ou non. Car je le rappelle, et ce sera justement la grosse partie de cette émission, Pierre-Alain Cottineau avait un agrément de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qui est anciennement l'ADAS. Et donc voilà, donc ça va nous permettre de traiter de cette politique sociale, qui est un véritable scandale d'État, où se mêlent détournement de fonds, ça c'est la partie la moins glauque, et prostitution et pédocriminalité pour la partie la pire. Il y a pas de prostitution, hein. C'est une erreur de parler de ça, hein. Ce sont que des réseaux de pédocriminalité, hein. Les Oui, enfants, alors moi, je suis plus que clair avec ça. Nous, quand on a engagé la responsabilité des présidents de département, on a dit prostitution parce que c'était porteur, on voulait taper et que les gens relaient. C'est pas de la prostitution du tout, hein. Moi, mes clients ont entre 11 et 15 ans. À 11 ans, on se prostitue pas. On est sous la contrainte d'un réseau. Il y a pas, le mot prostitution n'a rien à voir là, hein. Prostitution, c'est un acte volontaire fait par un adulte oui, vous avez qui raison. peut être sous contrainte. Là, on parle que de réseaux de pédocriminels et qui concerne 20 000 enfants. Il y Oui, a 20 000 enfants placés qui sont dans des réseaux de pédocriminalité. Le premier fournisseur français de réseaux de pédocriminalité, ce sont les présidents de département. oui. Et C'est tout derrière, simple. derrière, du coup, l'État.
Et d'ailleurs, je rappelle que vous avez dit 20 000, 20 000 jeunes filles qui sont, voilà, qui sont dans les Et réseaux, garçons, j'ai des garçons et aussi. les garçons aussi, qui sont dans des réseaux de pédocriminalité, de prostitution. Sur 400 000 enfants qui relèvent de l'ASE, et parmi eux, il y en a 250 000 qui sont placés dans des familles d'accueil ou des établissements spécialisés. Donc, vous le dites d'ailleurs régulièrement, maître, maître Hamas, c'est l'équivalent de la ville de Rennes ou de Tours. Alors, ce qui est dingue, c'est que pour avoir ces chiffres-là, ça fait pas longtemps qu'on a ces chiffres, hein. Au début, quand on s'est engagé, nous, dans ce combat, c'était flou. On nous disait il y a beaucoup d'enfants placés et il a fallu l'enquête de préalable d'une commission dans laquelle il y avait Madame Dominique Rowe, qui est députée de gauche, socialiste, et Santiago, euh, ces deux députés socialistes, pour qu'on accède à ça. Quand il y a eu la commission d'Aurélien Taquet, là, Mm, on n'avait pas ces chiffres. D'ailleurs, Aurélien Taquet, il a fait un truc super. Il a vu que les services sociaux, il n'a pas vu les parents, il n'a pas vu les avocats. mm. Donc, on se demande un peu comment il a fait pour travailler sans rencontrer les acteurs principaux, c'est-à-dire pas d'avocats, pas de parents. C'est la raison pour laquelle de la commission d'Aurélien Taquet, il est sorti rien, rien, si ce n'est des mesures pour l'enfant délinquant au pénal. Mais au niveau de l'aide sociale à l'enfance, la valeur ajoutée du rapport d'Aurélien Taquet est de zéro. Oui. Oui. On va traiter un peu plus, davantage, pardon, le sujet. Peut-être qu'on va commencer par l'affaire Cotino, parce que Monsieur Chollet doit partir. Mais il lui reste peu de temps avec nous. Et puis aussi parce que cette affaire, pardon, vous suivez de près, je veux dire, cette affaire, parce que vous êtes en train de préparer avec l'OGIM, l'Observatoire du journalisme, un dossier, voilà, sur ce type d'affaires que l'on retrouve. D'un certain côté de l'échiquier politique en particulier. Et, et donc voilà. Et puis avec l'affaire Cotino, on a bien vu qu'il y avait un silence assez assourdissant, de cette façon, d'une partie de la presse subventionnée. Donc je vous laisse, pardon, la parole, Claude Cholet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits et nous donner votre grille de lecture sur, voilà, sur le traitement par la presse? Merci. Alors, il y a le fond, c'est-à-dire l'affaire Cotino elle-même, et puis la manière dont elle a été traitée, et dans certains cas où elle n'a pas été traitée du tout, où elle est passée sous silence, et pourquoi. Alors, on pourrait remonter quand même un petit peu plus loin. Nous préparons un dossier qui s'appelle La gauche et les abus sexuels. On remonte jusqu'aux années 2000. Alors, on pourrait remonter un petit peu avant, hein, avec Daniel Cohn-Bendit, qui sur à l'époque, je crois que c'était, je sais plus si c'était France 2 ou si c'était Antenne 2, qui se vantait, je dis bien, il se vantait, alors qu'il n'était pas encore, je crois, député européen, il le sera quelques années plus tard, et que quand il était assistant dans une crèche, il se faisait toucher, il encourageait des attouchements par des petits garçons et des petites filles entre 3 et 5 ans. Il disait que c'était un moment merveilleux, tout ceci sous les sourires complices des gens qui étaient avec lui à la télévision. Alors plus récemment, il y a Pierre Berger. Alors Pierre Berger, bon, il est mort il y a quelques années, c'est une icône, hein, une icône de la gauche libérale, libertaire, compagnon d'Yves Saint-Laurent. Et il y a quelques années est paru un livre qui est passé relativement inaperçu. Pourquoi? Parce que la presse n'en a pas parlé, d'un certain Fabrice Thomas. Alors, qui était Fabrice Thomas? C'était le chauffeur de Pierre Berger, qui est d'abord l'amant de Pierre Berger et qui ensuite est devenu l'amant d'Yves Saint-Laurent. Et il raconte les séjours de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent à la Villa Majorelle à Marrakech, une propriété absolument splendide, avec des scènes de pédophilie, avec en gros des petits Marocains qui sont payés. Et comme le disait Maître Hamas, là, ce n'est pas de la prostitution, hein, c'est vraiment de la pédocriminalité. Je rappelle que, j'allais dire pour sourire, non, non, c'est pas pour sourire, c'est plutôt pour pleurer, que Jacques Lang, quand Pierre Berger est décédé, Jacques Lang a salué la disparition d'un grand humaniste. Je ferme les guillemets. Pour fermer à l'affaire Cotino. Alors,
Pierre-Alain Cotineau, c'est quelqu'un de vraiment très intéressant. Bon, il a été candidat suppléant aux élections départementales en Loire-Atlantique en 2000, LFI, hein, je précise, en 2021. Il a été aussi le soutien d'un député LFI dont on a pas mal parlé ces derniers temps. Je crois aussi de la Loire-Atlantique. Apparemment, la Loire-Atlantique est bien pourvue. Et Andy Beckerbat, c'est ce député qui s'est fait prendre non pas les doigts dans le pot de confiture, mais les doigts en train d'acheter des substances illicites. Alors je ne sais plus si c'était La MCC, je crois, du côté de la porte de la Chapelle oui, dans le 18e, oui. ou Arrondissement de dans Paris. le 18e. Alors, il a fait amende honorable en disant que c'était très mal, bon, qu'il regrettait sûrement de s'être fait prendre. Alors, Pierre-Alain Coutinho, bon, d'abord, il est candidat, candidat suppléant, mais candidat officiel. On voit des photos de lui où il est le soutien d'autres candidats de la France insoumise. Il avait créé également une association, l'Esprit Arc-en-Ciel, c'est très beau. L'Esprit Arc-en-Ciel, les couleurs différentes, les orientations sexuelles différentes. Donc on peut imaginer aussi, pourquoi pas, l'orientation pédophile dans cet esprit. Il a eu, je crois que c'est vous qui me l'avez appris d'ailleurs, qu'il a eu l'agrément de la SE en décembre 2023. Bon, il est maintenant en tôle depuis plusieurs mois et accusé d'avoir créé un réseau pédophile. C'est-à-dire que non seulement lui-même abusait de très jeunes enfants, si j'ai bien compris, c'est entre 0 et 6 ans ou entre 0 et 5 ans, mais il mettait aussi à disposition, puisque, entre autres, sa mère gardait des petits-enfants, il mettait à disposition d'autres personnes du matériel. Alors je dis le matériel exprès, c'est une expression violente, parce que c'est l'expression qu'employait Dominique Strauss-Kahn dans dans ses courriels, que lorsqu'il demandait qu'on lui envoie qu'on lui envoie des prostituées dans les années 2010-2012. Il parlait de matériel. Là aussi, il s'agit de matériel et de matériel humain. Ça, ce sont les faits. Maintenant, comment ça a été traité? Oui, je Excusez-moi, vous en prie. tout de même, sa mère, effectivement, gardait des enfants. Elle l'avait signalé quand il avait 15 ans, quand il a fait son coming out, pour avoir justement touché une petite fille. Et ça a été classé sans suite. Mais le réseau qu'il a organisé, c'était via des boucles Telegram. D'accord. Et sur le Darknet aussi, c'est la police néerlandaise Hum. qui a trouvé une des vidéos sur Darknet. Et il passait par Telegram. Donc, ce qui veut dire que c'est plus vaste que ça. Ce n'est pas simplement un petit réseau autour de sa mère ou autour de son village. Sa mère n'est Euh, pas C'est dedans. Sa mère n'est pas voilà, dedans. c'est nettement plus important que ça. Alors, maintenant, comment l'affaire a-t-elle été traitée dans les médias? Alors, il y a des médias qui en ont parlé, je pense au Figaro. Le Parisien, très récemment, est revenu avec une longue enquête, très bien documentée. Euh, et puis, il y a des gens qui n'en ont pas parlé du tout. Alors moi, je me suis amusé à taper Pierre-Alain Cotineau, par exemple, sur Le Monde et sur Libération. Je suis abonné aux deux pour des raisons professionnelles. Alors, j'ai bien trouvé un Cotineau sur Le Monde, mais c'est pas le même, hein. C'est Georges Cotineau, et il est fait référence. Bon, c'était le mari de la fille de Pierre Bérégovoy qui s'est suicidé en mai 1993. Et c'est Le Monde du 6 mai 2003 qui précise que Georges Cotineau affirme que Pierre Bérégovoy s'est bien suicidé et qu'il n'a pas été assassiné. Je n'ai pas trouvé d'autres Cotineau. J'ai fait la même chose sur Libération. Je n'ai pas trouvé de Cotineau. Alors, il y a toutes sortes de mensonges, hein. Vous savez, il y a le mensonge par intention, le mensonge par action. Et là, il y a le mensonge par dissimulation. Autrement dit, c'est de journaux, c'est de quotidiens, qui sont des quotidiens subventionnés, qui sont diffusés à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires chacun, ont choisi, je dis bien, ont choisi de ne pas traiter cette affaire. Ça s'appelle une faute déontologique. Et alors, ce qui est le plus extraordinaire, surtout dans le cas de Libération, mais un peu aussi dans le cas du Monde, c'est qu'ils passent la vie à faire la morale. Il signale, par exemple, je ne sais pas moi, qu'un candidat RN a mis un chapeau allemand ou une casquette allemande, ce qui prouve qu'il faut vraiment pas être malin pour le faire. Et, bon, et, ouais, immédiatement, cette personne, pas très futée manifestement, est mise au pilori.
c'est quand même nettement moins grave que l'organisation d'un réseau pédophile. Alors pourquoi? Alors là, on peut faire que des hypothèses, hein. C'est un système de protection. On protège ses amis, on protège ses copains. Dans le cas de Libération, bon, je dirais que Libération, ils ont un lourd dossier depuis les années 1970-80 où Libération publiait des annonces pédophiles dans son journal, où à la même époque, un journaliste, pendant des années, est venu avec un petit garçon, alors, qui avait 10 ans au départ, puis il a grandi au fur et à mesure, sous les sourires complexes de la rédaction. Tout le monde savait exactement de quoi il s'agissait depuis ce journaliste est décédé. Du côté du monde, c'est un peu différent. Ils n'ont pas été non plus très, très bavards au moment de l'affaire Richard Descoings. Richard Descoings, l'ancien directeur de. Là, c'est pas de la pédophilie, hein. L'ancien directeur de Sciences Po, qu'on a retrouvé mort en 2012 dans sa chambre d'hôtel à New York, après avoir fait appel à des escort boys. Alors, pour la petite histoire, les jeunes chargés de mission de Richard Descoings étaient appelés les gitons. Les Donc, gitans. ça dit bien ce que ça veut dire. C'est pas de la pédophilie, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de différent. Bon, c'est un dossier qui commence à devenir, je trouve, un peu lourd. Et merci en tout cas aux médias qui l'ont traité. Et Bien. merci à Toxin, je dirais, de revenir sur cette affaire en l'élargissant avec l'aide de Michel Hamas à, à l'ASE et à tous ces enfants qui sont placés dans des conditions parfois un peu difficiles, pour ne pas dire plus. Merci beaucoup, Claude Choly. D'ailleurs, je me permets d'ajouter que même France Info n'a pas écrit d'article sur Cotino, hein. Le seul article, quand on met dans la barre de recherche Cotino, alors je l'ai devant moi, le titre est Rassemblement contre l'homophobie à Rouen. Il faut sensibiliser dès le plus jeune âge, explique Aline Cotino de SOS Ouais, Homophobie en d'accord, 2010. c'est un homonyme. Ouais. Par exemple, France 3 Région. Alors, il y a d'autres styles, France 3 régions, pardon, qui ont écrit les articles, mais ils ne parlent pas de Cotino. C'est un assistant familial accusé de viol sur mineur. Ah non, pardon, je me suis trompée de. Ah si, c'est ça, Oudon. C'était sous mes yeux et je n'ai rien vu. Le choc et la colère des habitants d'Oudon en Loire-Atlantique. Donc, un assistant familial accusé de viol sur mineur. Oui, c'est carrément une déformation de la réalité, là. Oui, On- parce que bon, c'est pas un assistant familial seulement, c'est un assistant familial qui avait été candidat à une élection bon, je dirais, sous le drapeau de la France, la France insoumise. Ça ne veut pas dire que tous les candidats de LFI sont Oui, bien pédophiles. sûr, non. Bien évidemment, ce n'est sûrement pas le cas, mais je pense que ça vaut la peine enfin, ça aurait valu la peine, plus exactement, d'être remarqué si le journaliste avait fait son travail. Oui, et puis après, on peut aussi élargir sur certaines associations. Et moi, je pense qu'on en parlera aussi avec l'ASE, parce que Pierre-Alain Coutinho était très engagé dans tout ce qui était milieu associatif LGBT. Il avait même créé une Pride. Et avec son association dont vous avez parlé, ESAC, Esprit en Arc-en-Ciel, il faisait aussi la promotion évidemment de l'éducation sexuelle dans les milieux scolaires, pardon. Et il préférait même, pardon, suggérait même à ce que ça soit fait en petit comité. Donc voilà, pour permettre de libérer la parole et de s'exprimer, enfin pour que les jeunes puissent s'exprimer donc dans les milieux scolaires, ce qui est assez, enfin, c'est très Oui. inquiétant, je veux dire. Oui, on comprend ce que peut vouloir dire ce type de libre expression en petit comité. Oui, et ça fait, il y a beaucoup d'associations qui vont dans ce sens-là, des associations LGBT autres, etc. Et on a un peu l'impression que ce serait faire rentrer le loup dans la bergerie. Donc, il n'y a pas de contrôle, il y a pas de garde-fou. Donc voilà. Monsieur Gelé, je crois que vous devez partir. Je dois vous quitter. D'accord. Merci de votre invitation. Merci à vous. Vous pouvez mettre un masque, nous ne sommes plus que tous les deux. Enfin, ma dernière invitée, je pense, a des difficultés pour se connecter. J'ai pas de nouvelles. Est-ce que vous voulez... Ah. Moi, je veux bien rebondir sur ce qui a été dit. Je vous explique pourquoi les médias mainstream ne parlent pas de Cotino. Pour une raison simple, parce que j'ai pas l'habitude de hurler avec les loups, moi.
à la différence de ce monsieur Chollet, on n'a pas accès à la procédure. Personne ne sait ce qu'il y a dans ce dossier. Donc, moi, j'entends hein, qu'on puisse. Moi, là, c'est l'avocat qui parle. On n'a pas accès à la procédure, ni les uns ni les autres, ni vous, ni ce monsieur Chollet, ni moi. C'est la raison pour laquelle les journalistes de fond n'ont pas fait d'article. C'est tout simple. Euh, on ne sait qu'une chose du dossier Cottineau, c'est qu'il a été arrêté en possession de photos de pédocriminalité. Point. On ne sait rien d'autre. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas de procès, c'est difficile de parler de ce dossier parce que du fait même du secret de l'instruction, aucun d'entre nous ne sait ce qu'il y a dedans. Alors, et je pense on a tort d'aller hurler avec les loups et de dire c'est un phénomène de gauche, qu'ils sont plus laxistes avec les histoires d'inceste. Oui, parce qu'ils étaient très détendus dans les années 60-70, les gens de l'extrême gauche, ils étaient très détendus d'en parler. Mais on a pareil chez les Duhamel, on a pareil, c'est pas à droite ou à gauche l'inceste, hein, ou la pédophilie. Et je pense il faut pas hurler avec les loups. Au moment où nous parlons du dossier Cottineau, on ne sait rien. Quand même l'article Donc, parisien qui donne les détails sur. Enfin, il y a un article du Parisien qui donne juste les détails, qui dit qu'ils ont arrêté ce type en possession de vidéos de pédocriminalité. Point. On n'a rien d'autre. Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, on sait qu'il était certainement dans une organisation, mais on n'en sait pas plus. Moi, j'ai regardé tout ce qui a été écrit. On n'en sait pas plus. C'est la raison pour laquelle, alors moi, maintenant qui travaille tant avec les journalistes, le FIG, Le Monde, Libé, l'UMA, des gros médias mainstream de télé qui travaillent sur le fond, sur des reportages de plus de 10 mois, ils communiquent que quand ils ont vérifié par deux ou trois moyens différents l'info. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, alors ça sent très mauvais ce dossier, hein, mm, alors que ça pue, c'est une évidence, mais qu'on sache quoi que ce soit, ça c'est une évidence aussi, on sait rien. C'est la raison pour laquelle la plupart, et alors ça a été, c'est ce qui a fait que dans mon combat à moi, où moi je ne parle que mes dossiers, je rapporte la preuve de chaque mot que je prononce en public. Avant d'arriver aux médias mainstream, il a fallu un temps fou parce qu'il vérifie et tout au mot près. Il croise, il recroise, il redécroise et il ne publie que quand ils savent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans ce dossier-là particulier, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'un type qui est à l'ASE était en possession de vidéos et de photos de pédocriminalité d'enfants, qui avait probablement un réseau, mais on ne sait pas plus. Et, alors qu'il y a, alors, mais pour l'instant, il est en prison, donc il y a quand même des éléments à charge qui doivent être super importants, sinon on ne va pas en prison, hein. Les éléments à charge sont suffisants pour qu'on l'éloigne de notre société. Mais il y a des scandales qui, dans la pédocriminalité de l'aide sociale à l'enfance, il y a 10 fois plus, quoi. Il y a des trucs qui sont clairs, prouvés, factuels, qui sont indéniables et dont personne ne parle. Là, on fait les gorges chaudes parce que c'est un type qui a la fille, donc il est un peu en vue. Bon, oui, mais bon, quoi, hein, c'est pas ça le fond du dossier. Le fond du dossier de la pédocriminalité en France, c'est que les réseaux, principalement de stupes en France, ont trouvé un moyen de s'enrichir beaucoup plus qu'avec le stup, c'est la pédocriminalité. Ils se sont la matière première le produit, comme vous disiez tout à l'heure. Le produit, ce sont les enfants qui sont à disposition dans les foyers. D'accord? Là où on peut avoir une emprise. Ils vont récupérer les enfants toujours pareil, par la drogue, par la violence. La violence, hein. Il y a des petites filles, par exemple, moi j'ai une petite fille de 11 ans, le premier soir de son placement, elle a été livrée à un réseau de pédocriminalité. On lui a dit on va tuer ta mère, on va égorger ta sœur. Et sous la contrainte, cette petite fille, à partir de 11 ans jusqu'à ses 15 ans, a été dans un réseau de pédocriminalité à Marseille. Dans un réseau, il y avait beaucoup de monde. J'ai une autre petite fille, par exemple, à Limoges. Elle est rentrée à 14 ans.
pensant avoir une histoire d'amour. Et rapidement, elle se retrouvait vendue l'après-midi, vendue pour l'après-midi, vendue pour la nuit, vendue pour la nuit à plusieurs personnes en même temps, à un seul, à plusieurs, un après l'autre. Donc, c'est pas du tout tel qu'on le croit. C'est exactement le même truc que le dossier Pédico avec ce site Coco. Il y a des sites, alors il y en a plein, hein, il y en a plein où vous pouvez acheter une femme pour 1 heure ou deux, ou un homme, ou pour moins, ou pour plus. Et dans ces propositions, il y a également des gamins. Il suffit de savoir décrypter l'annonce. Et vous savez que vous avez une petite fille ou un petit garçon entre 11 et 14 ans. Et c'est pas sur le dark web. Il y a il y a des dizaines de sites. Et nous, on s'est rendu compte que les principaux organisateurs, c'est pas les Cotinos, c'est pas du tout ça. C'est un faux problème, c'est pas du tout ça, hein. Je Les, dis, princi- je les principaux organisateurs, ce sont les réseaux de stupes qui ont trouvé une faille dans la raquette parce que l'ASE ne fait pas son travail. Les présidents de département fonctionnent dans une indignité la plus large possible, hein. Moi, je parle d'indignité, de honte, de scandale. Les présidents de département, ils ont une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas échouer. On prend un enfant dont on dit qu'il est on l'extrait parce que ses parents, de la famille, parce que ses parents ont mis le souci qui peuvent ne pas être importants, vraiment, hein. Pour moi, il n'y a pas plus de 20% des dossiers qui justifient un placement. Il y a 20% où il faut placer, bien évidemment. Les coups, la violence, l'impécuniosité, bon. Et tout le reste des dossiers, on ne doit pas placer. Pour moi, il y a 80% des gens qui sont chez moi, ils ne méritent pas une seconde qu'on leur prenne les enfants, hein. Et les foyers de l'ASE, ben c'est open bar, il n'y a pas de surveillance. Par exemple, au moment où on vous parle, là, il est presque 19 heures. À 19 heures, à Marseille, il y a plus de 150 petites filles et petits garçons qui vont être récupérés par des Audi, des Land Rover et des Porsche, et qu'on va amener dans Airbnb pour aller faire le travail du sexe. Il est là le problème, c'est pas Cotino. Et alors, en tout, il y en a 20 000. Moi, je sais que ce soir, au moment où on parle, à Marseille, il y a plus d'une centaine d'enfants qui vont être livrés à des pédophiles. Et c'est pas les réseaux de Cotino, des gens de gauche qui parlent comme ça, avec un cul de poule. C'est des réseaux de gens qui consomment de l'enfant mineur. Et tout le monde sait à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, où vont les enfants. Personne ne doute de là où ils vont. Mais ils font rien pour qu'ils ne sortent pas. Il n'y a aucune politique globale en France de lutte contre les réseaux de politique de prostitution. Rien. alors C'est- juste, euh, juste, Oui, pardon. alors je me permets juste de revenir. Oui, c'était pas quand je disais tirer sur le fil Cotino, c'était pour revenir à l'ASE. En fait, malheureusement, son affaire. C'est l'ASE qui est vachement défaillante. C'est-à-dire Oui, que, par exemple, on prend le dossier qu'il y a eu à Châteauroux, me semble-t-il, oui. où ils avaient livré des enfants à des familles des cloportes, des Thénardier. Bon, il y a un procès pénal. Le procureur de la République de ce bled-là va renvoyer devant le tribunal ces gens qui sont des pourritures. Bon, mais comment c'est possible qu'ils ne renvoient pas l'ASE? Comment c'est possible qu'ils ne renvoient pas le président du département? La seule personne qui juridiquement est responsable du placement de ces gamins, il n'y en a qu'une, c'est le président du département. Ceux qui La savent. seule personne qui devait être en première ligne dans ce procès correctionnel, c'est le président du département qui est responsable. Ça ne peut pas arriver. C'est une obligation de résultat. C'est la même obligation de résultat qu'à l'école. Quand vous déposez vos enfants à l'école, s'il arrive quoi que ce soit, le seul responsable, c'est le directeur de l'école. Quand vous mettez votre enfant au club de judo, de danse, de gym, de natation, s'il arrive quoi que ce soit, d'un accident à un viol, la seule personne qui est responsable, c'est le président du club. Là, la seule personne qui est responsable, la seule, juridiquement, c'est le président du département. Et c'est là où on est dans une déviance de notre système qui est inacceptable, c'est qu'à Châteauroux, au lieu d'envoyer ces Thénardier seuls au tribunal, il devait envoyer tous les responsables de l'ASE qui forcément sont allés chez eux. Et il devait envoyer le président du tribunal. Là, la tannée, il faut pas la mettre.
que, qu'à ces gens-là. Et c'est là où notre système est défaillant parce que il n'y a pas de politique globale et qu'on va stigmatiser là, par exemple, ce Cottineau, là, il va prendre une branlée terrible, il va se prendre des dizaines d'années de prison, il le mérite. Ce qui est anormal, c'est que le président, est-ce qu'on a entendu un mot sur le président du département? Est-ce qu'il a rendu des comptes? Est-ce qu'on a entendu un mot sur les autres personnes des services sociaux? Étant entendu que s'il y a un réseau de pédophilie que ce type a organisé, forcément, il n'a pas lieu dans les locaux de l'aide sociale à l'enfance. Ouais, c'était chez lui, apparemment. Donc, l'enfant sort du lieu. S'il sort c'est pas possible qu'il sorte du lieu de placement. Ce n'est pas techniquement possible. Je vous donne un exemple. Quand vos enfants sont à l'internat, ils ne peuvent pas sortir le soir. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas de haut milieu. Si vos enfants sont à l'internat, ils ne peuvent pas sortir le soir. Mm. Si vos enfants sont en colo, ils ne peuvent pas sortir le soir. C'est pas possible techniquement. Et là, les enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance sous la protection du président du département, on les laisse sortir le soir. Tout le monde sait où ils vont. Là, par exemple, en ce moment, donc ça va être 19 heures, tous les gardiens des bâtiments de l'aide sociale à l'enfance, notamment le PEPS à Marseille, tiens, par exemple, là, ce soir, ils vont laisser sortir des enfants qui vont être récupérés en voiture, tout le monde le sait. Tout le monde sait exactement où ils vont. Et celui qu'il faut poursuivre, c'est bien entendu celui qui laisse la porte ouverte. Mais s'il faut, tout le monde, non, on le sait tous. Il n'y en a pas un parmi nous qui ne sait pas où va l'enfant. Il faut poursuivre les gens de la ZEU, tous, la chaîne, et il faut poursuivre le président. C'est, Oui. c'est, c'est là où on est. Et alors, les arguments des présidents de département, l'argumentaire est indigne. L'argumentaire est indigne. Ils disent deux choses. Première chose, la plus grosse indignité, notamment celle qu'on a à Marseille, a dit: comment voulez-vous qu'on les retienne? Elles sortent pour se prostituer. Je rappelle l'âge des clients: 11, 12, 13, 14, 15 ans. À quel moment on peut considérer qu'un enfant de 12 ans fait un acte de prostitution volontaire? À quel moment? Étant entendu que nous savons qu'elles sont sous l'emprise d'un réseau de violence. Premier argument, c'est celui-là: comment voulez-vous qu'on les retienne? Elles sortent pour se prostituer. Deuxième argument, qui est pire. Deuxième argument qui est pire, on n'a pas les moyens. Et là, cette question-là, elle relève non seulement du fait qu'il n'y a pas de travail de fond, il y a une méconnaissance totale du dossier par notamment la nôtre, hein, Madame Vassal. Pourquoi? Elle dit: on n'a pas les moyens. Alors, on reprend l'explication. Les enfants sont placés. Nous, ce que l'on dit avec les magistrats, attention, je ne porte pas que ma voix. Maintenant, il y a un staff, on est plus de 15 magistrats qui travaillent avec moi, une quinzaine d'avocats. Des magistrats, quand je parle des magistrats, ce sont des présidents de tribunaux français, tribunal de Marseille, tribunal de Vienne, le président de la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel de Paris, Monsieur Gebler. D'accord? On pense tous la même chose. On dit: il faut mettre en place un process partout en France le même. D'abord, quand on détecte que l'enfant est dans un réseau, il faut tout de suite saisir le juge. Quand on détecte trois trucs: un, quand il y a de la toxicomanie, parce qu'on sait que c'est par la toxicomanie qu'il y chope. Deux, quand il y a du pognon, quand l'enfant a de l'argent qui n'a pas été donné par la ZEU ou les parents. Et trois, ce qui est une évidence à constater, quand l'enfant sort. Mm. Et là, il n'y a pas besoin de moyens pour détecter que l'enfant sort. Hein. Au moment où on détecte ça, il faut saisir le juge pour enfants dans la seconde et faire une audience spéciale, en urgence, avec tous les services, les parents, tout le monde. Donc ça n'a pas de coût, coût zéro. À cette audience-là, il y a deux choses à mettre en place immédiatement. La prise 1, la prise en charge immédiate des soins médicaux de l'enfant. Parce qu'on se rend compte, et moi je l'ai dans tous mes dossiers, c'est des centaines de dossiers, c'est pour ça que je suis en colère et qu'on peut me dire que je suis outrancier. Dans les centaines de dossiers que je gère, aucun des enfants n'a de suivi médical, étant entendu qu'on parle d'enfants qui sont livrés à la prostitution.
à la pédophilie. Les gens qui ont des rapports sexuels et les enfants ne se protègent pas. Donc, on a des enfants qui ont des rapports sexuels multiples avec des partenaires multiples et qui ne sont pas suivis médicalement. Pas de planning familial pour ne serait-ce que de la contraception, pas de suivi médical pour la syphilis, la bléno, les chlamydiés, les condylomes, rien. Donc, mise en place immédiate d'un protocole médical, ce qui n'existe nulle part en France aujourd'hui. C'est-à-dire, on est en 2025, il y a 20 000 enfants qui ce soir vont aller être livrés aux pédophiles. Au moment où on parle, il n'y a aucune prise en charge médicale. Deuxième prise en charge qui est immédiate, qui doit être ordonnée par le juge dans la seconde, c'est un suivi psy spécifique à ça. Alors, les services sociaux disent, ah, mais il y a des psys dans les ASE. Non, c'est comme pour les agressions, c'est un suivi spécifique dont a besoin l'enfant qui se prostitue. Deuxième, ces deux choses-là n'ont pas de coût financier pour l'aide sociale à l'enfance. Je rappelle à Mme Martine Bassal, si elle nous écoute, ça n'a pas de coût, c'est pris en charge par la CMU. C'est bien dommage que personne n'y ait pensé jusqu'à aujourd'hui. Troisième chose que l'on propose, c'est que immédiatement, on mette en place un retour de l'enfant chez les parents. Alors, soit les parents sont pas prêts, à ce moment-là, on les met chez les grands-parents, les oncles, les tantes, la famille élargie, les amis proches. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on s'est rendu compte que dans tous les dossiers, 100% des dossiers, lorsqu'on rend l'enfant, il ne se prostitue plus. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que les réseaux de pédophilie n'ont pas l'emprise chez les parents. Ils ont l'emprise que là où il n'y a pas de surveillance, c'est-à-dire dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Dès que l'enfant n'est plus dans le foyer, il n'est plus sur la contrainte et la violence et il ne se prostitue plus du tout. Donc, il faut mettre un terme à la prostitution de l'enfant et pour y mettre un terme, il suffit de rendre à la famille. Et ça, c'est une préconisation. Quatrième chose que l'on propose, c'est la seule, alors ça, le coût c'est zéro, puisque famille, grands-parents, oncles et tantes, il n'y a pas de coût social pour la société. Donc quand j'entends, moi, Martine Vassal, l'autre de l'Essonne, l'autre de Paris, l'autre de Limoges, nous dire il y a un manque de moyens, je dis mais c'est dommage que vous ne travaillez pas vos dossiers, en fait. Ne pas travailler, c'est un scandaleux. Le seul truc qui a un coût, c'est qu'on propose pour les enfants qui sont dans les réseaux depuis très longtemps, il y en a qui ont 17, 18 ans, qui ont commencé à 11 ans. Pour ceux qui sont dans le dur du truc et que pour lequel il n'y a eu aucune aide de l'aide sociale à l'enfance, aucune prise en charge par les présidents de département, on dit qu'il faut des structures en dehors des grandes villes, petites, 15, 20, 14, 10, 15 enfants, avec une prise en charge spécifique. Ça n'a pas beaucoup de coûts, en fait, ça. Parce que quand même, le budget de l'aide sociale à l'enfance, c'est 9 milliards 5. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ces gens avec 9 milliards 5, ils protègent pas les enfants. Mais c'est quand même. On peut dire. Alors, on me dit que je suis outrancier et en colère. Mais si vous n'êtes pas en colère quand vous faites mon métier, il faut se casser, il faut aller faire autre chose, il faut aller vendre des churros sur la plage. Et alors, on me dit que je suis en colère, mais vous m'avez pas encore vu en colère. Là, il y a un problème qui est gigantesque, c'est que partout en France, on livre des enfants au réseau de pédophilie, et pendant des années, j'ai dit que ça n'existait pas. Ça fait 8 ans que je suis de ce contentieux. Pendant 6 ans, je n'en ai pas eu un. Et quand on m'interviewait, je disais, ça n'existe pas. Et puis tout d'un coup, ça a plu. C'est-à-dire, c'est pas, ça pleut, c'est une pandémie. Pourquoi? Et moi, je suis ferme dans tout ce que je dis, puisque j'en ai la preuve dans chacune des feuilles de mes dossiers. Parce que c'est un commerce qui est méga lucratif. Et je vous donne un exemple. Il y a plusieurs enquêtes de fond qui sont faites à l'heure actuelle par des médias mainstream, presse écrite, presse télé, presse radio. France Inter et France Info, ils sont en train de faire un truc qui est gigantesque. La 6, la 2, il y a des trucs de travail de fond sur plusieurs mois. On a réuni. Ah ouais. L'enquête de Claude Hardy de La Fabrique de l'horreur. Alors, Claude a beaucoup participé, mais il a fait un truc terrible. Il a mis le nom des gens. Hmm. Alors moi, j'ai travaillé avec Claude, hein,
Moi, tout ce que je dis le nom du tribunal, je dis jamais le nom du juge, je dis jamais le nom des clients, parce que je n'ai pas le droit en tant qu'avocat. Et Claude a fait un truc qui est pas bien. Moi, je dis les choses qui sont claires. Il a mis le nom, le prénom de chaque enfant, le nom de famille de chaque enfant, et ces enfants doivent en ce moment vivre avec ça. Et également, il a mis le nom des lanceurs d'alerte, notamment des EduxP qui ont accepté de lui parler. Il a mis leur nom, leur prénom, leur adresse presque, leur ville, ce qui fait que ces gens subissent à l'heure actuelle des contre-coups qui sont terribles. Ils sont poursuivis par leur hiérarchie. Ce qu'a fait Claude, c'est bien, mais Claude a fait de l'argent sur la souffrance des autres. Il aurait pas dû mettre le nom des gens. Vous savez, maintenant, je me méfie de tout le monde, pas Toxin, parce que vous êtes dans le combat depuis le début avec beaucoup de dignité, mais je me méfie de tout le monde parce que parmi tous les gens, il y a des gens qui veulent faire de l'audience. Et c'est pas bien d'avoir livré le prénom, le nom de ses enfants, c'est-à-dire que la France entière connaît le nom d'une petite fille que je défends, qui a été obligée le premier soir de son placement, qui a été livrée et qui a été partagée par tous les entraits de son corps. Et la France entière connaît ça. C'est-à-dire un jour, ses enfants le liront, son compagnon, ça va être compliqué. Déjà, sa sexualité est compliquée. Hein. Avoir une sexualité après avoir eu des centaines de relations avec des types différents, c'est compliqué. Il a livré son nom au chien. Et il a également livré le nom des lanceurs. Vous savez, être lanceur d'alerte, comme je le suis, au début, je n'avais pas compris l'engagement que je prenais en dénonçant. J'ai dû demander le statut de protection de lanceur d'alerte pour être protégé des poursuites qui pleuvent, hein, parce que vous pensez bien que les procureurs de la République, les services sociaux, tout ça ne nous loupe pas. Ils nous poursuivent de manière violente et qu'il faut pouvoir se défendre. Là, il a protégé personne, cet homme, et c'est pas bien ce qu'il a fait. On revient sur le truc des enfants qui est beaucoup plus intéressant. Ce qu'il faut qu'il se passe, c'est que qu'il y ait une politique globale de lutte contre les réseaux de pédophilie. Elle n'existe pas. Pourquoi? C'est à cause de la décentralisation. Quand ils ont décentralisé notre pays en 1982, ils ont donné aux départements le soin de gérer. À l'heure actuelle, ils ne gèrent pas. Il y a autant de politiques que de départements. Surtout, il n'y a aucune politique, puisqu'à ce jour, il n'y a jamais eu, par exemple, une discussion entre tous les présidents de département sur le problème de la pédophilie. D'accord. C'est-à-dire que tellement tout le monde s'en fout, c'est qu'il n'y a pas de réunion annuelle ou bimensuelle ou trimestrielle où on parle qu'est-ce qu'on fait partout. Donc, à l'heure Alors, actuelle, il y a un, alors qu'il y a un président pardon, de conseil départementaux, donc ça pourrait très facilement se faire. les présidents de conseil de département sont en dessous de tout. Là, pour l'instant, ils sont très bons pour faire des photos dans les CIQ pour leur campagne électorale pour les municipales. Mais pour convoquer une réunion où on est tous à table pour discuter, c'est pas à l'ordre du jour. Là, ce qui va se passer, c'est que on a tellement milité et avec colère et surtout en rapportant la preuve de chaque mot que nous prononçons, que l'Assemblée nationale nous a conviés plusieurs fois, pas que moi en tant que lanceur d'alerte, hein, il m'a convié avec des magistrats avec qui on porte ce projet. On a été convié à l'Assemblée nationale, on a été reçu par plein de députés, on a pu développer, on a été reçu plusieurs fois et en ce moment, on travaille ensemble sur un projet de loi qui devrait tout changer. Mais quand on a commencé à avoir cet écho qui est particulier depuis qu'on a lancé ces procédures, nous avons été contactés par le ministre. Donc moi, le ministre m'a appelé, Aurore Berger m'a appelé, elle m'a reçu très longuement, très longuement. Elle m'a mis, depuis, on est en relation avec son cabinet, on est en train de monter un projet. A priori, la directive dont je vous ai parlé, dès qu'on détecte, on saisit le juge. Dès qu'on a saisi le juge, mise en place suivi médical, mise en place suivi psychiatrique, mise en restitution de l'enfant à la famille élargie aux parents et mise en place de petites structures. Ça va être pris par une directive gouvernementale, ce qui est tout à fait possible. C'est qu'une directive qui va s'imposer de soi à tous les présidents de département, étant entendu qu'à ce jour, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que, tiens, par exemple, aujourd'hui, j'ai découvert un foyer dans le Tarn où il y a 13 prostituées. Hmm. Après on va le mettre sous toutes les formes que l'on veut. Foyer dans le Tarn, sur cet endroit-là, il y a 13 gamines qui sont livrées à la pédophilie.
Je reviens sur le témoignage des jeunes filles dans mon bureau. On a confronté dans mon bureau une jeune fille qui vient de Limoges et une jeune fille de la région d'Aix. Une qui a commencé à se prostituer à 12 ans, l'autre à 14. Elles se prostituent pas, elles sont livrées à des réseaux de pédophilie, je redis les choses. Et celle qui a 14 ans, elle a un langage de voyou, elle est encore sous l'emprise du système. Quand elle a été confrontée à l'autre, elle s'est effondrée en larmes parce qu'elle s'est rendue compte que tout ce que disait cet enfant qui était plus petite, c'est ce qu'elle vivait elle. Et son langage a changé. Par contre, cette fille de Limoges, là, elle a une chance, c'est qu'on a arrêté de ceux qui organisaient le réseau. C'est du stup, hein. C'est un type qui est dans le trafic de stup, c'est que du trafic. Il est arrêté, il est poursuivi, et c'est moi qui vais défendre cette jeune fille en correctionnel pour la condamnation de ce type. Donc, on discutait, et la petite, elle disait, moi, pour moi, ce qui est important, celle qui est un peu arrogante, ce qui est important, c'est le procès au pénal. J'ai dit, mais pourquoi? Et elle m'a dit la chose suivante, c'est parce qu'il me doit les 20 000 euros de la dernière semaine de travail. Alors on reprend, elle touche la moitié de ce qu'elle encaisse, ça fait 20 000 euros, et dans le Airbnb où elle travaillait, il y avait 9 filles. Après, moi j'entends tout, j'entends les présidents de département, je vois les présidents de département en campagne électorale, là, sur les photos partout dans les journaux, on les voit en train de manger des glaces, en train d'inaugurer des trucs sur les affiches en 4x3, et vraiment j'ai honte. Déjà, J'ai vous honte parce que plainte contre trois présidents de département dernièrement. pas que trois. On a voulu taper fort au début, on a tapé là où c'est le pire. Marseille, où ce qui est fait par le président du département, ça relève de l'arrogance, hein. Nord. Évry, parce que l'Essonne, pour moi, le tribunal d'Évry est une souche prégnante de prostitution d'enfants. C'est-à-dire, les services sociaux, on ne peut pas dire qu'ils ont un intérêt trop important pour les enfants. Je redécris toujours le dossier d'Evry parce que pour moi, un des dossiers que j'ai à Evry est pour moi le hype du, du mépris. On leur aurait craché au visage, c'était pareil à ces gens. Il y a une femme qui est en dépression, on lui place ses deux enfants. Une de 13 ans. Au bout de quelques mois, on apprend par les services sociaux qu'elle se drogue. Donc je fais un courrier au juge en disant la petite se drogue, c'est bien si on se voit. Pas de réponse. Un peu plus tard, on apprend qu'elle a du sexe. J'écris au juge, écoutez, la petite a beaucoup de sexe, c'est bien si on se voit, ça, plus la drogue, pas de réponse. Après, elle disparaît. Alors, je reprends, obligation de résultat. Drogue, sexe, disparition. En vrai, si ça vous arrive à vous, vous allez en prison demain, hein. Si moi, je vous confie mon enfant, que rapidement, il y a de la drogue, du sexe et qu'elle disparaît, vous allez tout de suite en détention, vous allez à Fleury, hein. Là, pas du tout. Pas de nouvelles. Ça va durer 3 4 mois, tout le monde s'en fout. La petite finit par appeler sa mère en disant je suis dans un réseau de prostitution à Toulon. Évry, Toulon. En intervenant, je fais localiser le téléphone, on récupère la petite, on la ramène. Au bout d'un mois, je dis au juge, c'est bien maintenant si on se voit, madame le juge. Là, pas de réponse. Le juge d'Evry, ça l'a pas intéressé de nous recevoir à ce moment-là. Là, pouf, le MAC vient rechercher la petite et il la ramène tapiner dans un Algeco. On récupère l'enfant. À ce moment-là, le père de l'enfant, n'en pouvant plus de cette situation, se pend de la mort définitive de quand on voit plus personne. Ça n'a pas intéressé beaucoup plus le juge. Et alors après, on a fini par avoir une audience où tout le monde a changé de ton lorsque je suis arrivé. Mais ça a changé quoi dans la vie de cet enfant? Rien. On aurait pu intervenir des mois avant, hein, avant qu'elle soit livrée au chien, avant qu'on l'utilise comme un sac, avant que son père ne se tue. Il y avait plein de choses à faire que les services sociaux, le président du département de l'Essonne n'ont pas fait. Et ensuite, là, la petite, maintenant, on essaie de la resociabiliser, étant entendu qu'à resociabiliser, ça va être compliqué. Et on a dit, on va la mettre chez la grand-mère, parce que c'est peut-être une bonne idée. Et à ce moment-là, nous, on a protégé la grand-mère pendant des mois de la drogue, du sexe, de la fugue, de réseaux de pédophilie, de la mort de son beau-fils. Eh ben, vous le croirez si vous le voulez. Quand ils sont arrivés pour parler du dossier, alors que nous, on l'a protégée, ils ont dit, alors, comme elle se prostitue beaucoup, votre petite fille, donc elle s'est fait une TS. Et tout ça, sans que ça n'intéresse plus que ça qui que ce soit dans notre système judiciaire.
Alors, moi, c'est simple, il leur aurait mollardé au visage de ces gens. C'était pas plus mal, en fait. Au moins, on s'est dit, on dit les choses tranquilles. Voilà, au moins, soyons clairs, quand on méprise à ce point les gens, allons-y à fond. Et pourquoi pas lui dire aussi salarabe puisque c'est des Arabes? Pourquoi ne pas avoir fait ça? Parce que je pense également qu'il y a un problème de racisme. Je le dis clairement, je pense qu'il y a un problème de racisme. Alors moi, ma vie a changé. Elle est bouleversée par ce contentieux. Parce que vous en parlez là avec moi ce soir, on va en parler 1 heure, ça va vous bouleverser, mais demain matin, vous allez passer à autre chose. Moi, dans mon bureau, cet après-midi, il y a une petite dame qui est venue, une grand-mère, à qui j'ai dû annoncer que sa petite fille a été violée à Toulon la semaine dernière, dans, euh, dans les endroits où une petite fille, c'est pas possible de passer à cet âge-là. Et j'ai inscrit au juge, ça n'a pas intéressé encore. Et que nous, ce que je dis, et c'est pour ça que je suis en colère, et qu'on me dit que je suis outrancier, euh, les autres confrères, moi ça fait 32 ans que je suis avocat, j'ai été un avocat, je suis un avocat pénaliste, moi je suis là pour me battre. Voilà, je suis qu'un soldat. Je suis un avocat pénaliste. Pendant des années, j'ai défendu des assassins, des tueurs, des escrocs, des députés aussi, des élus. Jamais aucun de mes clients s'est suicidé, c'est jamais arrivé. Aucun des parents de mes clients ne s'est suicidé, c'est jamais arrivé. Là, depuis 8 ans que je fais ça, et surtout depuis 3 ans, je suis un cercueil tous les trimestres. Un parent, un enfant, une grand-mère, un père, un petit, une petite fille. Et c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Le seul droit en France qui tue, c'est l'aide sociale à l'enfance parce qu'il est livré à l'incompétence totale. Je redis ce qui s'est passé ce matin à Marseille. Dans les mêmes proportions, c'est les mêmes histoires. Quand on vient à l'audience et qu'on remet le dossier à 10h47 pour l'audience de 10h47, c'est qu'on vous crache au visage. Nous, on n'est que des juristes. On doit travailler sur des documents. C'est pas possible qu'on aille à une audience sans savoir de quoi on va parler. Mais eux, ça les gêne pas puisqu'ils ont l'habitude de faire comme ça. Comme ces gens que j'ai défendus ce matin, pareil, ils parlent pas le français, ils sont portugais, en fait, ils sont brésiliens. Ils parlent que le portugais. On leur a pris tous les enfants et ils se sont rendus compte au bout d'1 an que la femme, elle parlait pas français. Ils ont mis 1 année pour découvrir que cette femme ne parlait pas français. Ça veut dire que pendant 1 an, ils l'ont plus jamais vue. Mm. Quand on travaille quand on fait un travail pareil, du moins quand on ne fait aucun travail, c'est mieux qu'on s'en aille. Et le problème dans cette matière est que l'on livre les plus fragiles aux moins diplômés. Et que ces gens qui disent, ah, moi, alors c'est des EduxP, alors ils s'intéressent à l'enfance, alors c'est toujours bien, ils s'intéressent. Il ne faut pas avoir d'intérêt, avoir fait des études. Moi, je suis arrogant de ma dizaine d'années d'études. D'ailleurs, je ne les ai pas faites, je les ai réussies. Comme le juge, comme le psychiatre, comme le psychologue. C'est-à-dire, on est surdiplômé. On a travaillé pendant des années pour avoir s'asseoir derrière le fauteuil où on travaille. Et là, on va donner du pouvoir à des gens qui sont formés en 18 mois. Aujourd'hui, il y avait 5 personnes dans ce dossier de ces petits Brésiliens-là. Le plus vieux avait 26 ans. Et ils ont jugé ces gens comme des moins que rien parce qu'ils parlent pas un mot de français, que on va parler avec cet accent un peu brésilien rigoloche. Et alors, comme c'est rigolo, bon, on travaille pas avec eux et on leur laisse pas voir leurs gamins. Et partout, c'est ça, que ce soit pour ces gens-là, que ce soit pour la pédophilie. Alors là, on met en avant le dossier de ce type pour lequel on se voit ce soir. J'entends, vraiment j'entends, et c'est bien que vous en parliez. Mais on n'a pas d'éléments pour parler de lui pour l'instant. Et par contre, quand on en aura, on va en parler. On va en parler. Et on ne parle pas du reste. Cette matière, elle est sous. On est à huis clos. L'avantage, c'est qu'il y a des journalistes courageux. Alors, Toxin fait partie des courageux. C'est grâce à Toxin qu'on a pu toucher les gros médias. Parce que visiblement, Toxin a une énorme écoute. Et on a commencé à toucher, par exemple, le FIG, même l'UMA. C'est venu avec une émission que j'ai faite sur Toxin. C'est-à-dire qu'il y a une écoute. Il y a des journalistes qui se sont engagés et qui ont fait qu'on a. L'important, c'est d'arriver, maintenant qu'on a dénoncé. Nous, d'abord, on a dénoncé.
C'est pour ça que j'ai écrit le bouquin. Moi, j'ai raconté 50 histoires. J'en ai rajouté que 13 ou 14 qui va être réédité, mon bouquin. Je raconte ce que je vis. C'est que les mots de mes dossiers. D'abord, on a dénoncé. Maintenant, les gens savent. Par exemple, la vidéo que j'ai faite avec Figaro, on est à 3 millions aujourd'hui. 3 millions de vues, tout super confondu. Donc maintenant, les gens savent. On n'est plus dans le cadre de la dénonce. On est dans le cadre de l'action. Alors, il y a deux types d'actions. D'abord, ce qui est important, c'est l'action constructive. Il faut changer la loi. Il faut changer cette loi. On a travaillé 1 an. Le projet, il a été écrit sur le bureau sur lequel je vous parle aujourd'hui. Les députés ont travaillé avec moi. Maintenant, Aurore Berger, on va voir Darmanin dans quelques jours. Donc, on est dans l'action. Maintenant, on va agir. Deuxième chose, il faut réformer l'aide sociale à l'enfance. On n'arrivera pas. C'est un mammouth. Par contre, il faut un contrôle de cette administration. C'est la seule administration qui n'a pas de contrôle. Qui a été demandé par contribuables et associés, l'association contribuables associés. Mais tout le monde se fout tellement de contribuables et associés. Non, mais je veux dire, ils avaient demandé un contrôle qui est resté sans réponse. Là, alors, tout le monde se fout des associations. Là, ce qu'il faut, c'est que les députés, le ministre, comprennent que tous les fonctionnaires de France sont notés tous les mois, il y a un contrôle, que ça part de la SNCF jusqu'aux enseignants. Ils sont notés tous les ans. Les magistrats sont notés tous les ans. Le personnel hospitalier est noté tous les ans. Il y a un contrôle régulier de toutes les administrations françaises, sauf une, l'aide sociale à l'enfance. Et dans l'aide sociale à l'enfance, on travaille sans diplôme. Alors, dans une des enquêtes sont en train d'être menées, j'ai 4 personnes qui viennent d'être embauchées en qualité d'EduxP sans être EduxP. On en justifie et on va en justifier publiquement dans les jours qui viennent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent, sont formés en 18 mois, il y a un module de psychologie qui est de 20 heures. Mm. Mais quel travail ils vont faire, ces gens? Moi j'entends tout, debout en robe et en français, et maintenant je suis en colère. Donc on dénonce, on a dénoncé, maintenant on agit. Et maintenant également, on va chercher les responsabilités, hein. On va chercher les responsabilités. Les présidents de département, on va les poursuivre pour 2 trucs. On les poursuit déjà pour les réseaux de pédophilie et on obtiendra des condamnations parce qu'il n'y a pas de porte de sortie. Ils ont une obligation de résultat. L'enfant ne se prostituait pas avant, il se prostitue pendant. Donc il y a un échec. C'est comme un feu rouge. Si vous brûlez un feu rouge parce que vous avez cassé vos freins, parce que vous allez accoucher, parce que vous êtes poursuivi, parce que vous êtes un mauvais conducteur, dans tous les cas, l'infraction de brûler le feu rouge, elle est constituée. Là, mathématiquement, c'est pareil. Ils ont une obligation de résultat. L'enfant rentre, ne se prostitue pas. Il se prostitue après. Le délit est constitué. Est constitué. C'est tout simple. C'est un délit. Et alors, vous dites que les présidents de département sont proxénètes. Non, je dis qu'ils ne travaillent pas, qu'il n'y a pas de travail de fond. Maintenant, de manière tout à fait capillotractée, si on réfléchit sur le droit, on pourrait même dire, en tirant les choses par les cheveux, que dans la mesure où ils hébergent des gens qui se prostituent, c'est de la prostitution. Mais on ne va pas les chercher là-dessus parce que c'est pas ça le fond du dossier. Le fond du dossier, c'est que des gens qui ont une responsabilité terrible n'en prennent aucune connaissance, c'est-à-dire que ça ne les intéresse pas en fait l'ASE. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail de fond. Un exemple simple, il ne nous convie jamais à des réunions de travail. Par exemple, on pourrait avoir des réunions de travail avec l'aide sociale à l'enfance, les magistrats, les psychiatres, les psychologues, les avocats de l'enfant, tous ceux qui sont acteurs de cette procédure. Il n'y a aucune réunion en France où on nous convoque tous. Jamais. Il y a des colloques, par exemple, quand l'ASE fait ses assises nationales, il y en a une fois par an, ils se reçoivent entre eux. Se reçoivent entre eux. C'est-à-dire quelle valeur ajoutée de gens qui s'autocongratulent. Moi, alors j'entends qu'on puisse rester dans un entre-soi, mais encore une fois, il est 19 heures, les voitures sont en train de tourner devant les foyers, ils vont récupérer les petites filles, tout le monde le sait. On est à la mi-juillet, tout le monde le sait. Ce soir, ça va générer plus de 240 000 euros
ne serait-ce qu'à Marseille. Tout le monde le sait. Et est-ce que vous avez entendu un président de département disant on ferme la porte des foyers? C'est tout simple. C'est tout simple et c'est scandaleux. Alors, je rebondis sur la personne qui n'est pas là ce soir avec les agressions sexuelles commises par les papas. C'est Alors, justement la personne est ici, Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour, excuse, vraiment désolée, je suis Non, désolée. ah ben voilà, ça tombe bien, on va parler avec. Salut. Excusez-moi, pardon. non, non, aucun problème. Vous Et vouliez je suis rebondir? bien d'accord avec ce que vous disiez par rapport à la... Comment? Moi aussi, je suis bien d'accord par rapport à ce que vous disiez par rapport à l'ASU. Pour moi, c'est un parcours du combattant et ces espèces de sangsues qui s'agrippent. Elles n'aident pas. C'est moi qui avais fait le 119 au début pour avoir de l'aide. Et au contraire, au lieu d'avoir de l'aide, eh ben, pas du tout. Elles sont depuis donc 5 ans et demi, elles viennent chez nous. Elles sont d'abord, c'était une heure par semaine. Maintenant, je suis entre 6 à 8 heures par semaine. Mon fils est malade. Il est tellement malade qu'il s'est plié en quatre tellement il a mal au ventre. Ma fille, au bout de 4 heures d'assistante sociale, vous imaginez, un mercredi, on n'a pas le droit d'aller dans le jardin, on doit rester à l'intérieur. Et ben, elle s'énerve, ce qui est normal. Du coup, les gens d'assistante sociale, et ben, là, ils la grondent, mais comme je suis là, ça va. Mais parfois, ils essayent de prendre un dans une chambre, donc je veux pas. Et donc, la dernière fois, ils m'ont dit, bah, si jamais je m'oppose, et ben, ils les prennent, et c'est hébergement. Donc, c'est vraiment dur. Oui, parce vous me disiez aussi, Raphaël, que le comportement de l'ASE, ben, vous suspectiez votre ex-mari de peut-être avoir rétribué une partie des équipes de l'ASE. Il y a beaucoup d'argent. Je sais pas, voilà, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de choses, hum, je pense, qui passent sous la table. Maintenant, je peux pas, j'ai pas de preuves, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, comme ce que Michel Hamas disait, beaucoup de choses. Alors, c'est pas exactement ça, si Oui, tu me pardon, c'est ça. permettais. Oui, oui. Moi, je pense pas qu'il y a de l'argent. Ah, moi, si. Je pense que c'est un système c'est un commerce. Alors, je dis pas qu'il y a des gens qui touchent. C'est un commerce. C'est là où on ne sait pas le truc. Quand on ouvre un dossier en AMMO, tous les mois, le département va donner une certaine somme à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, pour l'ouverture de ce dossier. D'accord? Oui. Quand l'enfant va être placé, qu'il est par exemple en bonne santé, qu'on va le placer, ils vont prendre une certaine somme, aux alentours de 3 000. Quand l'enfant va être placé, qu'il a des 10 dyslexiques, dysgraphiques, 10 tout, HPI, Asperger, tout ce que vous voulez, c'est plus cher. Et quand l'enfant est autiste ou nourrisson, c'est encore plus cher. Donc, en vrai, je redis toujours le même exemple et je l'étoffe, je l'argumente. En France, il y a 77 000 détenus, c'est-à-dire les voyous, ce dont toute la France parle, là, tous les voyous, les émissions de BFM du matin 5 heures au lendemain matin 5 heures. Ils sont que 76 000. Les enfants qui relèvent, et on parle que d'eux toute la journée, les enfants qui relèvent de l'ASE, c'est 340 000, donc 340 000 fois 2 000 hein, euros par mois, payés par le département à l'ASE. Et les enfants placés, c'est 246 000. Pourquoi? Pourquoi c'est possible? Parce que ce n'est qu'un commerce et qu'il y a intérêt. Moi, maintenant, avant, je ne disais pas ça. Hein. Je le dis maintenant parce que je les vois. Alors, ils ne touchent pas d'argent sur votre dossier, mais il y a un flux tel que ça entretient ce mammouth de personnel. Il faut nourrir cette machine. Par exemple, moi, il m'est arrivé il y a une semaine de plaider à Valence. Il y a un enfant, il y avait 6 personnes pour l'ASE. Toutes les familles, ce que je comprends pas, elles n'apportent rien. C'est juste, c'est plus un handicap quand on les a. Vous Mais voyez? c'est-à-dire qu'à un moment, il y a deux types de politiques qui seraient possibles. Là, par exemple, vous êtes en galère, vous êtes en train de dire, avec mon ex-compagnon, il y a des suspicions d'attouchement sexuel. Bon. Si le système était bien fait, au lieu de vous opposer l'un à l'autre, que vous montiez dans les tours en continuant de dire qu'il a touché vos gamins et que lui dise, j'ai pas fait ça. Si le système était bien fait, on vous aurait collé des assistantes sociales, bac+4, c'est-à-dire des gens qui ont fait des études, c'est-à-dire qui Oui. peuvent vous accompagner.
des assistantes sociales qui vous auraient accompagné sur le long terme, et vous auriez fait une thérapie familiale, vous, votre ex et les gamins, pour deux choses. Soit il serait ressorti que ce type a eu un comportement pas bien avec le petit, soit il ressortait que les enfants auraient signifié peut-être à ce moment-là qu'ils ne voulaient plus être dans l'espace de nudité avec leur papa, c'est-à-dire il y a plein de choses à dire. Au lieu de vous accorder une aide, ils ouvrent une mesure d'AEMO et là, ils vous collent des EduxP qui n'ont pas fait l'étude. C'est vrai. Et le problème, il est là. Par exemple, moi, je vais vous dire quel est le degré zéro de la connerie que j'ai entendu dans les 2 derniers mois. Alors, je dis des mots grossiers, je vais être encore poursuivi, mais ça ne me gêne pas trop. En audience, il y a une nana des services sociaux qui disait, voilà, il faut placer cette petite fille parce qu'elle se masturbe. Elle avait 5 ans. Donc, ils étaient en train de la placer parce qu'elle avait 5 ans. Bon. Donc, j'ai rencontré des médecins et je suis venu avec la littérature. Et les médecins disent la chose suivante. Le bouton, celui qui vous fait plaisir et qui nous fait plaisir aussi, c'est notre sexualité commence vers 10 ans. 10 ans, 11 ans. Avant, c'est pas en place. On peut tirer sur tant qu'on veut dessus. On n'a pas la jouissance. Et les médecins expliquent que quand un enfant, une petite fille se caresse, même très longuement, et quand un garçon se tripote, même très longuement, ce n'est pas un acte de sexualité, c'est un acte d'enfance. Il se rassure de la même manière que lorsqu'il se suce le pouce, se caresse l'oreille, a un doudou. C'est un acte d'enfance. Seulement pour savoir ça, il faut avoir fait des études. Et les EduxP, ils n'en ont pas fait. Donc, en France, moi j'ai au moins 12 dossiers en cours où on a placé des gamines qui se masturbent à 4 ans. Et où l'intégralité de la littérature dit que c'est pas de la masturbation, c'est un acte d'enfance. Et donc, si elle se masturbe, c'est qu'elle a vu les défaillances de sa maman, puisqu'ils font des liens. Quand on est, quand on n'a pas fait d'études, quand on n'a rien, quand on n'a aucune connaissance, on fait des liens. C'est à cause de la maman, parce qu'elle doit se masturber en public devant les enfants. Et donc, et là, par exemple, vous, je vous connais pas. Vous dites, mon mari, il a visiblement touché mes enfants. Donc, ils vous entretiennent l'un contre l'autre depuis 5 ans au lieu Non, de c'est vous pas ça. coller. Non, mais quel que soit le truc, là, on a besoin d'assistantes sociales, de thérapie ensemble. C'est ça qu'il faut. Seulement ça, c'est pas agréable puisque il vaut mieux faire travailler des EduxP. C'est la raison pour laquelle ils viennent chez vous régulièrement, qu'ils viennent regarder si ça sent bon, si vous avez bien fait à manger. Et c'est Et ce ça que je qui est un peu un trouve pas scandale. très normal, bah, pour ma part, je ne sais pas si dans vos affaires c'est pareil, ils viennent que chez moi, alors que moi, il n'y a jamais Et pas chez de, le de- père. jamais chez le père, alors que le père, c'est lui qui a frappé les enfants, c'est lui qui a Ah, violé mes fils. Quoi, il y a des témoignages, il y a ah. En des avis des France, il fait médecins, pas bon être, si je sais pas si vous êtes mère isolée, il fait pas bon être, il faut pas bon et avoir je suis mère dénoncé. isolée. Ah ben, vous êtes le cœur de cible des services sociaux. Cœur de cible des services sociaux, c'est la maman isolée. C'est plus simple d'aller vous emmerder vous, en fait. Et pourquoi est-ce qu'ils vont jamais chez le père? Par exemple, le père, j'ai même appelé quand il avait les enfants, Partout il y a eu pareil. cri des enfants, et ils ne sont même pas déplacés. C'est toujours pareil. Je n'ai pas l'explication, mais par contre, c'est une constante. La maman qui est isolée, qui est en conflit avec le père, et alors, ils prennent parti, c'est ça qui est aussi Oui, ils incroyable. prennent parti, exactement. Au lieu d'avoir une neutralité qui devrait être celle de tous, des juges, de tout le monde, l'important, c'est la neutralité, l'accompagnement des gens. On doit être neutre et accompagner. Au lieu d'être neutre et d'accompagner, ils prennent parti pour l'un ou pour l'autre, et l'autre, celui qui n'est pas dans les bons papiers de l'ASE, ils le malmènent, ils viennent plusieurs fois par jour, ils le menacent. Ah, mais attention, si vous le couchez, s'il a un écran, on va vous le prendre. Donc, ils vous menacent tout le temps, C'est ça. et on est dans la Mm. menace permanente. Et Ah ben, c'est scandaleux. Exactement. je me posais d'ailleurs la question avant l'émission, et je vous en avais fait part d'ailleurs, Raphaël. Je m'inquiétais un petit peu de savoir justement quand une mère est dans la même situation pardon, que celle de Raphaël, et qu'elle vient témoigner comme cela, est-ce qu'il n'y a pas un risque, il n'y a pas un risque que ça soit retourné contre elle ou autre, ou est-ce que c'est la dernière chose qu'elle puisse faire justement de témoigner, enfin, parce que là, visiblement, oui, Raphaël, vous êtes complètement, vous savez plus quoi faire, enfin, vous êtes désespéré, et c'est compliqué de savoir, je pense, pour les parents qui sont Oui, dans je cette pense qu'il n'y a situation. pas de solution. Comment?
Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution. Et en plus, à chaque fois, depuis 5 ans et demi, je monte en grade. Et à chaque fois, elles viennent juste, chaque fois là, maintenant je suis à 6 8 heures. Et on m'a déjà dit qu'ils souhaitaient déjà reconduire la mesure. Ça, c'est clair, ils m'ont dit. Vous voyez une solution, vous, Ah, mais bien sûr qu'il y en a Michel? plein. Mais oui, là, il faut que vous voyez un psy au moins une fois par mois pour dire que vous travaillez sur votre parentalité. Ça, c'est fait. Et il faut justifier de chaque rendez-vous. Dès que vous sortez de chez le psy, vous envoyez le justificatif. Ensuite, vous allez faire, chaque fois que vous rencontrez ces gens, vous faites un compte rendu de la visite et vous l'envoyez au juge, aux services sociaux en disant, voilà, par rapport à cette visite, voilà ce que j'en ai retenu. C'est pour poser un travail écrit. D'accord? Pour dire, ben, j'en ai compris ça. D'accord? D'accord. Ensuite, vous allez faire une fois par mois, vous faites un compte rendu de tout ce qui se passe dans la vie de vos enfants et de la relation que vous avez, vous, avec vos enfants. L'important, c'est la relation de cette femme et de ses enfants, la relation horizontale. On est heureux, on se projette, et voilà, on se projette sur les prochaines vacances, sur les écoles, sur les devoirs, tout ça, c'est joyeux. Et ça, vous le posez par écrit, vous l'envoyez au juge, aux services sociaux. Il faut écrire quasiment une fois par semaine. En faisant ça, vous montrez que vous posez un travail et qu'en plus, vous l'étoffez en allant voir un psy. Bum. Et à ce moment-là, ça va être compliqué de dire qu'elle ne travaille pas, cette femme. Et au bout de quelques mois, et quel levier ils ont pour vous dire que vous ne travaillez pas bien, puisque vous posez tout par écrit, et que vous voyez un psy pour travailler sur votre parentalité. Et à ce moment-là, vous contournez totalement le système. Ouais, c'est tout simple. Et pour les écarter, il faut un travail de fond, écrit et thérapie. Donc, tout posé par écrit. Vous écrivez à tout le monde une fois par, dès que vous les rencontrez, vous faites un rapport en disant comment ça s'est passé le rendez-vous, de quoi vous avez parlé, sur quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. Là. Vous le posez par écrit c'est pour montrer votre travail, ce que vous avez compris du rendez-vous. Et vous dites si ça vous a aidé ou non. Ça, vous l'envoyez au juge, aux services sociaux dans la seconde. Une fois par mois, vous faites un courrier, vous résumez ce qui se passe dans la vie des gamins et surtout votre relation à vous et vos gamins. L'important, c'est cette femme et ses enfants. Vous posez votre relation à vos gamins, dire si vous êtes cadrante, pas cadrante. D'accord? OK. Et vous voyez un psy 2 fois par mois, vous demandez à votre médecin de vous mettre 15 séances de psy, comme ça c'est remboursé à 100%. Et le justificatif du rendez-vous du psy, vous l'envoyez au juge, aux services sociaux tout de suite. Comment ils vont dire que vous êtes défaillante après? Ils C'est, vont avoir du mal à le dire. D'accord. Merci. en fait, Ils vont avoir du mal. c'est assez fou d'entendre tout ce que vous dites, maître, pour Raphaël, toutes les démarches qu'elle doit faire pour Ah, mais contourner. si vous ne faites pas ça, vous êtes à leur merci. Non, mais oui, c'est fou. Et alors, moi, je vais dire, je dis toujours pareil, hein. Moi, pendant 2 ans, j'ai fait comme mes confrères. Je voyais les clients quelques jours avant l'audience, je demandais des pièces, je venais, je les secouais à l'audience. Ça sert autant que le dentifrice sur le cancer du foie, ça sert à rien. Il faut que tu prouves sur le long terme que tu n'es pas défaillant. Alors, les gens, ils disent, mais moi, j'aime mes enfants. Mais pas, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant de loin. Il faut rapporter la preuve qu'on n'est pas défaillant. Pour montrer que tu n'es pas défaillant, il faut montrer le travail que tu fais de fond sur ta personnalité avec un psy pour dire, je travaille sur ma parentalité avec un psy, donc ça va me poser le travail. Par exemple, et tu fais ça, et tu poses tout par écrit. Et après, le travail posé par écrit, par rapport aux propos des services sociaux qui sont que des propos, c'est pas pareil, parce que nous, on en justifie tous les mois. Moi, dans chaque dossier, je crois que j'en ai plus de 3000, vraiment, c'est énorme. Dans tous mes dossiers, je fais un à deux courriers par semaine au juge. C'est pour ça que les services, on les laisse profondes. Quand on arrive aux audiences, ils prennent de jolies branlées, et tant mieux. Tant mieux. Moi, je suis très arrogant et j'ai raison, parce que j'ai découvert qu'il y avait... Moi, depuis 30 ans, je travaille avec des voyous et avec des juges pour voyous. Il y a un vrai travail de fond. Tous les juges travaillent comme des fous. Les flics, dont on dit le plus grand mal, mais ils travaillent comme des fous. Quand ils te donnent un dossier, parfois ils ont peut-être... Moi, des erreurs judiciaires, j'en ai jamais vu. Il y a ou trop, mais j'en ai jamais vu. Moi, en 32 ans, j'ai jamais vu une erreur totale. Une erreur totale, j'en ai jamais vu. Il y a un travail fait par les flics qui est dingue, un travail fait par les juges d'instruction qui est dingue, un travail fait par les parquets qui est dingue. Tout le monde connaît, on sait tous de quoi on parle quand on va aux audiences. On se bat, on se met sur la tronche, mais avec loyauté. Et quand on a fini, on se serre la main, on a bien fait notre travail les uns et les autres. Mais là, avec la ZE, c'est là, c'est un comptoir en fait. Le C'est niveau ça. de discussion, c'est un comptoir. Il y a des gens qui ont pas de diplôme, qui ont un pouvoir terrible. Moi, je dis par exemple, en France, avant, on disait
l'homme le plus puissant de France, c'est le juge d'instruction parce qu'il peut te mettre en prison. Et c'est pas vrai. L'homme le plus puissant de France, la plupart du temps, c'est une femme et elle travaille à l'ASE. C'est-à-dire que sans aucun diplôme, elle peut te prendre tes enfants pendant 4 ou 5 ans. Et qu'elle va dire ah, madame n'est pas adaptée. Et qu'est-ce que... Ou Alors, il y a aussi un gros problème, il y a un manque de juges. Reprenez-moi si je fais erreur, il y a maître. un manque de juges. Il y a 520 juges, je crois. C'est ça? Alors, en vrai, le chiffre, il est dingue. En 1804, quand Napoléon a posé le code Napoléon, il y avait 8 200 juges. Aujourd'hui, d'accord, on est 40 millions de plus et il y a 8 880 juges. Il n'y en a que 400 de plus. C'est-à-dire qu'on a quasiment le même nombre de juges aujourd'hui que sous Napoléon. Et on est 40 millions de plus. Donc il y a un manque de juges. Deux, il n'y a pas de greffier. Alors là, dans tout, je ne sais pas si tu vois ce que c'est à ce moment la justice, partout on te dit il faut faire des nouveaux tribunaux. Par exemple, nous à Marseille, à l'heure actuelle, tu as un tribunal ancien qui est magnifique, qui est vide du plafond jusqu'au sol. Il est vide, c'est gigantesque, il doit y avoir 3 000 mètres carrés, il est vide. On a un palais de justice qui est à moitié vide, celui où il y a le juge pour enfants. On a un troisième palais qui est juste en face de mon bureau où il y a le juge pour enfants, où il y a le JAF. Et on a un quatrième palais. On a 4 palais à Marseille qui sont dans un périmètre proche. Et là, ils veulent nous vendre un nouveau palais à Arinques. Pourquoi? Pour faire travailler Eiffage. Eiffage va construire un immeuble gigantesque comme à Paris pour faire un tribunal. Nous, la justice, on va payer un loyer à Eiffage alors qu'on en a 4 de tribunaux à Marseille. Au lieu d'embaucher des juges dont on a besoin, on construit des bâtiments. Par exemple, à Paris. À Paris, il y avait un tribunal qui était magnifique et gigantesque, qui est à la cour d'appel dans l'île de la Cité. Et ils ont fait ce tribunal parisien. Je ne sais pas si vous êtes allé l'une et l'autre dans un tribunal de Paris. À l'entrée, c'est un aéroport. Il y a une salle qui doit faire 90 mètres de haut, de haut sur quasiment 500 mètres, où il n'y a rien. Et on a des petites salles d'audience où on est entassés comme des anchois, comme ça. Il y a une petite barre comme ça pour mettre ton dossier, que tes feuilles ne rentrent même pas dedans. Et ça, c'est Eiffage. La justice paye à Eiffage tous les mois le loyer de ce bâtiment somptuaire qui ne sert à rien, qui n'est pas adapté. Il y a des ascenseurs, il y a des escalators comme dans un aéroport, mais on n'a pas besoin d'escalators, on a besoin de juges. Nous, on nous fait des escalators. Mais moi, je m'entends pas les escalators. Mets-toi là où tu veux, tes escalators. Et on a besoin de juges et de greffiers. On nous fait des escalators. Les gens qui conceptualisent notre métier n'y connaissent rien. Là, c'était le Et ministre de la Justice, le ministre de la Justice en 2023 qui avait dit on passera à 1500 juges pour les enfants d'ici 2027. Vous n'avez pas vu d'amélioration. Vous n'avez pas vu d'amélioration. tout ça. Alors, en fait, ils font du tape à l'œil pour les journalistes. Ils disent des grandes phrases. Mais dans la réalité, il se passe rien. Nous, on n'a pas de juge, on voit qu'on n'a pas de juge. Et, on voit qu'on n'a pas de greffier. Souvent, il y a des audiences où il n'y a pas de greffier. Une audience sur 3, il n'y a pas de greffier. Nous, on a besoin de gens pour taper. Par exemple, à Paris, il y a un scandale. C'est scandaleux. Par exemple, mes dossiers du mois de mai, à Paris, j'ai toujours pas le jugement. J'en ai pas un, je te dis, en plein des 30 ou 40. J'ai pas de jugement depuis. Alors, c'est-à-dire que tu attends. L'enfant, il attend aussi qu'on les rende aux grands-parents, par exemple, hein. C'est important. Tiens, il faut compter que qu'on maltraite les parents, on a pris l'habitude. Mais les enfants, pendant tout ce temps, ils sont coincés dans un foyer. Et il n'y a pas de juge, il n'y a pas de greffier, et ça intéresse personne. Par contre, là, par exemple, Darmanin avec Renaud Muselier, ils ont fait une photo sur les réseaux, ils sont beaux comme tout. Moi, j'aime bien Renaud, je suis copain avec lui. Et a priori, j'aime bien Darmanin, parce que je trouve qu'il fait des choses correctement. Au lieu de se prendre une photo pour dire on va me faire un tribunal à Reims, à Marseille, qu'ils embauchent des greffiers, qu'ils embauchent des juges, ça a une utilité pour nous. Je donne par exemple une autre idée.
La prison des Baumettes, c'était un scandale d'État. C'était une monstruosité, ça puait, c'était infâme. Bon. Ils ont fait une autre prison qui est juste à côté, et ils ont fait faire les plans par des archis One Again a Beast to Fly, que c'est trop bien. Donc, ça ressemble de l'extérieur à un château, c'est mignon comme tout. Dedans, on dirait un château aussi, c'est mignon comme tout. Mais par rapport aux détenus, par exemple, s'ils viennent nous voir au parloir, il y a une chaise, une pièce qui est toute petite, il y a pas de banc, il n'y a pas de fenêtre. Ils peuvent pas s'asseoir, ils peuvent pas fumer. C'est-à-dire que les gens qui travaillent pour nous, qui conceptualisent notre métier, ils savent rien de ce qui se passe dans notre métier. Tous ces gens qui prennent des décisions, il y en a pas un. Avant, les gens qui étaient à l'Assemblée nationale, c'était des sachants, c'était des avocats, c'était des médecins, c'était des notables, c'était des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Là, maintenant, on a Boyard, on Mhm. a Delogu, mais on a les mêmes à droite. Oui, oui, bien sûr. Et on a des gens qui n'ont pas travaillé une heure de leur vie, qui ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, en matière d'enfance placée, je suis arrogant, je suis en colère, je suis très en colère. Là, par exemple, la situation de vous, madame, que je ne connais pas, elle a juste besoin d'une assistante sociale, cette femme, point. Moi, Ouais, on a besoin de vous accompagner dans le conflit avec votre ex, point. moi, mon histoire, elle est assez horrible parce que ça fait quand même 5 ans et demi que je suis confrontée quand même à de la violence. Quand on s'est mariés, très vite, il a été violent. Il y a eu des témoignages, des plaintes qui ont toujours été classées. On a vu d'abord un premier juge des affaires familiales qui était au courant en fait des violences de mon ex-mari parce qu'il y avait eu les plaintes. Moi, j'avais vu demander à mon fils qu'il attrape son zizi à plusieurs reprises. Donc, il y avait eu plein ça, également des voisins qui l'ont vu frapper, mes deux enfants qui l'ont vu me frapper moi. Et le juge dit, ah bah écoutez, monsieur, vous avez cessé de frapper les enfants. Et donc, il a eu le droit à un droit de visite deux fois par semaine. La C'est violence a normal. continué. Il y a eu ensuite les médecins qui ont fait des témoignages. C'est quoi? Pas les témoignages, Il y a pardon, une des médecins. directive, tiens, je vous coupe, il y a un truc qui est scandaleux. Il y a une directive Oui, du ministre de la Justice qui avait avant et qui dit il faut maintenir le lien père-enfant. exactement, c'est ce qu'ils me disent à chaque Et, fois. Pouf, et là, alors là, oui. le type, il cogne les enfants. Bon, on peut, on doit contourner cette directive. Mais c'est surtout, on ne protège pas les enfants dans cette Ah, histoire. On pas les du tout, protège non, pas. non, non. Du Protection de coup, l'enfance, c'est que pour les journalistes, c'est pas dans la vraie vie. mais les juges devraient le faire parce qu'il y a des lois qui sont mises en place. Et C'est pas justement, je vrai. vais en venir par rapport il y a une loi qui est très très bien. En fait, donc la violence, elle continue. Voilà. Et ensuite, je déménage en Savoie. Et une fois que je déménage en Savoie, en gros, je suis punie. On me dit, bah, vous allez passer les enfants la moitié des vacances et un week-end par mois. Et il arrive pas ce qui devait arriver, mais vu qu'il frappait, il avait des côtés malsains avec son sexe, quoi. Et il viole mon fils, ce qui était horrible. Aujourd'hui, ça fait ça, bientôt, ça fera 2 ans en novembre prochain. Ben, mon fils, il est toujours traumatisé. Son anus, il est pas encore constitué. À l'école, on se fout de sa gueule. C'est un vrai parcours du combattant. Et ma fille, dans cette histoire, elle a assisté à toutes les violences. Mais imaginez, elle a 5 ans aujourd'hui. Elle est complètement désorientée. Son réflexe, quand Il a elle voit été un type, condamné, votre mari, ou non? non. Justement, on a été après la cour d'appel, quoi, il y a eu pas mal d'autres choses. Là, par rapport au viol, ça a été classé sans suite. Du coup, j'ai porté plainte pour constitution de partie civile. Mais comme vous avez dit, la justice étant très lente, eh ben, quand on était à la cour d'appel de Versailles, l'avocat, il a présenté toute la violence, le viol, les IP, signalement des médecins également à la crèche, parce que quand ils sont arrivés à la crèche, il y avait des coups le juge, il y avait 3 juges à la cour d'appel, il n'y a pas une phrase sur la violence. Et par contre, on me demande, moi, de remettre mes Ah, enfants. ce qui est scandaleux pour les violences, quand il y a les plaintes des parents contre pour agression, agression sexuelle, violence, tout ça, elles sont pas traitées correctement. La plupart du temps, on sait, nous, que le dossier, quand il y a une plainte, soit il sort dans les 2, 3 jours, soit il sort pas. C'est simple, soit il est sorti tout de suite, vous déposez votre Mhm. plainte dans les 3, 4 jours. Si le dossier n'est pas sorti, nous, on sait qu'il n'y a personne qui travaille dedans. Au lieu de, quand il y a une plainte pour violence, pour du sexe, tout ça, là, il faudrait qu'il y ait immédiatement
garde à vue du mis en cause, parce que dans la garde à vue, les mises en cause, quand on s'effraie, souvent, ils craquent. Donc, le système, c'est que ça doit être la justice dans sa plus grande manifestation. Vous déposez plainte pour attouchement sexuel contre votre compagnon. Il faut que dans les 24 heures, le type il soit en garde à vue. Et qu'il se braque 48 heures de garde à vue. En vrai, en 48 heures de garde à vue, s'il a commis l'agression, il va craquer. Par Tout à expérience. fait. Seulement, ce qu'ils vont faire, c'est que vous allez déposer plainte en mars. Ils vont le convoquer fin mai. Fin mai, il va avoir mal au cul, il va dire ah, j'ai mal à la jambe, je vous reçois en juin. Donc, le- l'agresseur, il a le temps de se glisser dans un personnage. Et après, quand il va dans sa garde à vue, rapidement, il reste dans le personnage. Alors que si dans le Exactement. temps joint, il y a le truc, tout le monde sait ça. Tout le monde le sait. Seulement, les procureurs de la République, quand on dit, ben, ah, la mère a dit que le père, il a agressé le petit, comme c'est un contentieux intrafamilial, il dit, bon, ben, c'est une histoire entre le mari et la femme, on s'en fout. Et donc, on vous dit, recevez-le dans 3 semaines, dans un mois. Et paf, 3 semaines, un mois, il a le temps de se protéger, de se construire un dialogue. Il se construit un personnage. Et nous, derrière, on est mort parce que, en droit, s'il n'y a pas condamnation, il n'y a pas de fait. C'est ça, exactement. En fait, mon problème dans cette histoire, c'est qu'il y a les plaintes où il n'a pas été interrogé, il n'a pas été mis en examen, les IP, les signalements, bah, en fait, qui ont été envoyés quand même au juge pour enfants, au procureur, plusieurs fois, qui n'ont même pas pris le temps de, bah, rien. Et en fait, il y a une super loi, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est très bien, mais pour moi, il manque un petit bout. Donc, peut-être que Catherine Vautrin peut-être la complétera. C'est la loi du 18 mars 233. Et en fait, elle permet vraiment de bien protéger les enfants, mais il faut qu'il y ait une mise en examen pour en fait pour faire une suspension en fait du droit C'est pas suspension. la mise en examen qu'il faut, c'est qu'il soit immédiatement entendu par la garde. Parce que la mise en examen, c'est qu'un moyen, en fait. Effectivement, une fois qu'il est mis en examen, on peut réglementer le droit de visite et le suspendre. Et déjà, ça permettrait de Mais pour protéger. avoir accès à ça, pour avoir accès à la suspension du droit, il faut que quelqu'un ait enquêté tout de suite. Parce que Oui, je suis d'accord. Il faut qu'on le fasse tout de c'est suite. pas parce que vous déclarez qu'on suspend. C'est parce qu'il y a des faits graves et concordants. C'est la raison pour laquelle, normalement, ce qui devrait se passer, c'est quand une femme porte la voix de ses enfants et dit il y a agression, sexuelle ou pas sexuelle, ou co-violence, ça devrait générer dans la seconde une mise en examen, une mise en garde à vue de 48 heures. Mais ça, c'est jamais le cas. Ça n'arrive jamais. Parce que nous, on sait que le père agressif, le père violent ou le voisin agressif violent, 48 heures, en vrai, il va craquer. Il n'y a que Oui, les Corses. Moi, j'ai été longtemps un avocat de voyou. J'ai pu rester parfois assis 48 heures à côté d'un Corse sans qu'il dise autre chose que bonjour, au revoir. 48 heures, il n'y a eu que ces deux mots. Par contre, un père qui vient de taper un enfant euh, pour une histoire ou qui a eu un rapport sexuel avec son enfant, objectivement, quand il a les questions croisées des policiers, ça va s'arrêter assez rapidement. S'il a rien fait, il va tenir 2 jours, mais s'il a fait, il va craquer assez non, mon rapidement. ex-mari, je pense pas qu'il tiendrait. Parce que la première, quand il a joué avec son zizi, eh ben, il y a eu un espèce de huis clos, vous savez, avec les avocats. Quoi, c'est pas un espèce de huis clos. C'est mon avocat qui avait dit que c'était un huis clos, ce qui n'était pas un vrai huis clos, parce qu'on signe. Il a reconnu les faits au bout de 4 heures. Il l'a reconnu. Là, s'il n'est pas condamné en ayant reconnu les faits, c'est quand même Mais incroyable. non, parce que là, mon avocat n'a rien dit. Il a dit non, voilà. Donc ça a été une Quand grosse même erreur. incroyable. C'est Oui. quand même incroyable. En Mais tout cas, c'est une justice qui est à part. La justice des mineurs, elle est à part parce que tout le on monde les s'en protège pas, on dit gargarise. partout qu'on protège les enfants. Mais en fait, on ne protège pas les enfants. Ah non, Même, non, je suis d'accord. on ne les protège pas du tout. Au contraire, on enfonce, on se pas, on fait l'autruche. Il y a même la Convention européenne des droits de l'enfant, qui, normalement, il y a un principe de protection de l'enfant. Et c'est une plaisanterie en fait. Moi, je l'ai conclu pendant des mois et je ne le Exactement, fais c'est une plus. plaisanterie, c'est un Je l'ai gag. conclu, il y a deux trucs. Il y a la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'enfant. Moi, je l'ai conclu par écrit des dizaines de fois pendant 2 ans et il n'y a jamais un seul juge en France qui y a répondu. C'est-à-dire que j'ai conclu, hein, moi, la voix de l'enfant, tout ça, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. La justice des mineurs est un alibi pour notre pays. Ça fonctionne pas du tout.
ça fonctionne. Et comme elle est à huis clos, ça fonctionne. Par exemple, tout ce qui est correctionnel, il y a du public, il y a des journalistes, et tout le monde voit ce qui se passe. Quand il y a un dossier de vol, d'escroquerie, de viol avec des adultes, il y a du public, puf. Mais là, par définition, la justice des mineurs, elle est à huis clos. Et ce qui fait que c'est souvent beaucoup n'importe quoi et que tout le monde s'en fout en fait. En vrai, c'est une réalité. C'est une justice qui est à part et il y a peu d'intérêt. Souvent, on pense que la mère, ça relève simplement du conflit père-mère, Et on alors dit que là, toujours que la mère manipule ou bien sûr. la mère est un peu folle. Moi, j'ai beaucoup, par exemple, je trouve qu'ils sont vraiment courageux. Quoi, Toscane avait 4 ans, Victor, il avait 6 ans. Quoi, c'est quand même pas facile de parler à un juge. Quoi, vous êtes quoi? Et donc, d'abord, on était dans la salle d'attente. Moi, il y avait mon ex-mari, donc c'était pas facile non plus. Ils avaient aucune envie de le voir. Ils étaient agrippés à ma jambe, tellement ils avaient pas envie de le voir. La juge pour enfants convoque mes enfants pour leur dire ce que vous souhaitez parler. Et là, ils ont parlé, donc c'était juste eux deux, la juge et la greffière. Ils ont dit qu'ils avaient peur de leur père, qu'ils voulaient pas le revoir, qu'ils le tapaient. Et Victor a quand même rajouté qu'il lui avait fait très mal à ses fesses avec son zizi. C'est hyper courageux. Et après je viens, on va voir la juge avec mon ex-mari, les enfants voyeurs. Et la juge me dit, bah, madame, vous avez manipulé vos enfants. C'est quand même, Ah, c'est toujours c'est pas ça. C'est une honte. c'est dingue. Vous voyez? C'est toujours Et ça. On a beaucoup de mal avec la voix de la maman parce qu'elle là, est systématiquement suspectée d'avoir utilisé son enfant. Systématiquement. Et dans mon affaire, je trouve que c'est vraiment dur parce qu'actuellement, donc, on a vu la cour d'appel qui donc redonne tous les droits au père et on ne tient pas compte du viol, on ne tient pas compte de tout. Ah non, Ben, parce qu'il y a pas, excusez-moi, pardon, il n'y a pas de viol. parce qu'en fait, Il il n'y n'y a a pas pas de encore. condamnation. Donc, pas de condamnation, pas de viol. Il est là le problème. Pas de condamnation, pas de viol. Oui, c'est là. Et c'est pour ça que moi, je trouve que ce texte est très bien, le texte de la loi du 18 mars 233. Il faudrait juste qu'elle soit un petit peu plus évoluée encore. Vous trouvez Et il pas? faudrait simplement que les gens travaillent et qu'on entende immédiatement le père sous le régime de la garde à vue, ce qui n'est jamais fait. Mais moi, je crois que là, ça va changer pour mon histoire. Je Moi, trouve je que suis certain que ça va changer pour tout le monde. Ça a été à huis clos tout pendant des années. Maintenant, on a tellement médité les uns les autres que tout le monde en parle. Et tous les deux, on débat, tous les trois, on débat ce soir, ce qui n'était pas possible il y a un an et demi. Tout le monde s'en non, foutait. Jamais personne vous aurait donné la parole. Et à moi non plus d'ailleurs. Parce qu'on est dans le même combat, l'un et l'autre. Personne ne nous aurait donné la parole. Maintenant, on nous donne la parole et surtout, on nous écoute. Oui. Ce qui Et est quand même. il y a Et encore moi, par exemple, dans c'est une grâce semaine, à des ouais, journalistes courageux qu'on c'est nous vrai. écoute. Parce qu'au début, il n'y a eu que Karl Zéro, le premier qui a dit, et on a pâti de l'image de Karl, dont on dit qu'il est complotiste, alors que moi, ce type, il dénonce simplement, c'est un lanceur d'alerte. Au début, on a eu que Karl. Après, on a passé de médias en médias. Après, on a eu Toxin qui a fait monter un peu le truc. Après, on a eu d'autres médias. Maintenant, tout le monde écoute, tout le monde est en train de nous écouter. Et moi, je pense qu'on a déjà gagné, qu'on a le pied dans la porte et que c'est fini. Je vais être obligé de vous laisser. J'ai promis à ma fille que je rentrais tôt. bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Excusez-moi encore d'être arrivé en retard. Pardon. Mais non, c'est un bonheur de parler avec vous. Et courage. Merci. Non, faux. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à toutes les deux. Merci de la parole que vous nous accordez. Donc Également. ça, Merci. c'est vraiment top. Merci, une bonne soirée. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir.